Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant un nouveau classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 8 avril 2024. En 1623, Théophile de Viau fut accusé d'avoir publié des poèmes licencieux. Il évita la condamnation à mort, mais fut emprisonné. Yves Le Pestipon se penche aujourd'hui sur cette affaire et sur l'avis au lecteur que publia Théophile de Viau, texte magnifique face à la calomnie qui pourrait être employée de nos jours par ceux qui font face aux faux bruits, aux méchants et dont le silence seul pourrait passer pour crime. Bonne écoute. Bienvenue à la librairie Ombre Blanche. Voilà donc ce nouveau classique au détail sur les textes anciens du XVIe au XVIIIe siècle, en gros, que depuis quelques années, je mène à la librairie Ombre Blanche avec l'accord de Christian Thorel. Avec cette idée, on va défendre uniquement des textes anciens, d'auteurs qui sont morts. Comme ça, on est tranquille, ils ne viennent pas nous embêter en proposant leurs textes plus ou moins douteux. Voilà. Aujourd'hui, je vais proposer un auteur qui est un peu oublié, qui s'appelle Théophile de Viau, qui n'est pas tout à fait oublié, qui est probablement passé à Toulouse, mais on s'en souvient guère. En tout cas, il a beaucoup vécu à Montauban. Il est né à Agen et il s'appelle Théophile de Viau. Alors, Théophile de Viau, c'est un auteur qu'en général, on ne classe pas parmi les classiques pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est un peu antérieur aux grands classiques français, si on appelle classiques les auteurs qui produisent essentiellement à l'époque de Louis XIV, donc La Fontaine, Boileau, Racine, etc., et bien d'autres. Et d'autre part, il n'est pas non plus tout à fait un classique si on se dit qu'on appelle classiques les auteurs que l'on étudie dans les classes. Parce qu'en effet, en un temps où même La Fontaine devient rare dans les classes et Corneille a pratiquement disparu, Théophile de Viau n'est pas très présent et n'a jamais été très présent. Il faut arriver à l'université en troisième année de lettres modernes, parfois d'histoire, pour rencontrer Théophile de Viau et découvrir qu'il y a un grand nombre de colloques universitaires, de livres de recherche, de gens qui méditent, dont par exemple Didier Foucault qui est ici présent, qui est un spécialiste des libertins et de Théophile de Viau, entre autres, mais surtout de Vanini, pour rencontrer des gens qui non seulement ont vaguement entendu parler de Théophile de Viau, mais en plus l'ont lu et ont écrit des choses diverses et variées. Donc Théophile de Viau est un classique, si on se dit, c'est un auteur du XVIIe siècle. Il a vécu essentiellement au XVIIe siècle. Mais avant, alors on a envie de dire, il y a un mot qui vient un peu à l'esprit, c'est un auteur baroque, mais ça ne marche pas très bien. Et d'ailleurs, lui-même n'aurait pas du tout probablement accepté ce mot de baroque. Certains ont pu dire que c'est un auteur maniériste, mais ça ne marche pas très bien, donc la maniera, etc. Donc c'est un peu un auteur sans étiquette, il n'est pas très facile de le classer. Parfois, maintenant, on a tendance à dire que c'est un auteur libertin, ce dont il s'est en partie défendu lui-même, on va revenir dessus. Et cet auteur qu'on ne sait pas très bien classer, qui est un peu oublié, il a pourtant été le poète français le plus édité au XVIIe siècle, puisqu'après sa mort en 1626, alors qu'il est assez jeune, on va voir un peu sa vie, eh bien, il y a plus de 80 éditions de Théophile de Viau dans les années du règne de Louis XIV. Donc, pendant que, disons, La Fontaine, Corneille publie des tragédies, Racine, Boileau écrivent, etc., et publie, on n'arrête pas de rééditer Théophile de Viau. Donc, ça veut dire qu'il se vend, puisque les libraires le publient, ça veut dire qu'il se vend, puis au XVIIIe siècle, progressivement, ça disparaît pratiquement. On l'oublie, ça fait partie de ces auteurs qui n'intéressent pas Voltaire, Rousseau et bien d'autres. Et puis, il y a une renaissance de Théophile de Viau au XIXe siècle, en particulier par la découverte d'un personnage qui s'appelle Théophile Gautier, qui a le même prénom, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'y est intéressé. Il trouve qu'il y a une poésie, on va dire, romantique, en mettant des guillemets, dans la poésie de Théophile de Viau. Et puis, ça va intéresser aussi beaucoup à la fin du XIXe siècle, parce qu'il y a tout un tas de gens qui vont s'intéresser à ce qu'on appelle parfois aujourd'hui l'envers du grand siècle, c'est-à-dire ce siècle de Louis XIV un peu trop empéruqué, un peu trop convenable, etc. On s'aperçoit, et il y a un personnage qui s'appelle Frédéric Lachèvre qui joue un grand rôle là-dedans, qu'un certain nombre de personnages, d'auteurs, ont écrit des textes très violents, mais aussi très hot, très chauds, etc. Et là, on va s'intéresser beaucoup à publier, parfois à inventer à l'occasion
des textes extrêmement chauds. Et là, on va se mettre à s'intéresser à cet envers du grand siècle, à ces auteurs libertins qui, contre Richelieu, Louis XIV, contre l'Église catholique, etc., annonçaient quelque chose comme Arthur Rimbaud, Lautréamont et plein d'autres, les œuvres érotiques d'Apollinaire et plein d'autres, Voilà. Et donc, il y a une sorte de renaissance de Théophile de Viau au XIXe siècle, ce qui n'entraîne pas une grande renaissance scolaire au XXe siècle. Et puis on reviendra un petit peu sur les débats autour de Théophile de Viau au XXe siècle. Il reste un auteur peu connu des étudiants ordinaires, peu connu des habitués de la littérature, peu connu évidemment des lycéens ou extrêmement peu connu, voilà. Et cependant un auteur qui est extrêmement travaillé, étudié, à l'université, dans des colloques, pour, on va dire, deux types de raisons très différentes. D'une part, c'est en effet un des plus grands poètes français et du XVIIe siècle. Il y a des raisons, on va dire, poétiques de lire Théophile de Viau, c'est une poésie magnifique, mais aussi parce qu'il y a une affaire Théophile de Viau qui a fait beaucoup couler d'encre, et c'est plutôt sur l'aspect affaire Théophile de Viau que l'on va s'intéresser aujourd'hui, qu'on va regarder un petit peu des choses aujourd'hui. Une autre fois, je prendrai un texte poétique de Théophile de Viau. Là, c'est plutôt un texte polémique. En effet, Théophile de Viau, en gros, a trois casquettes. C'est un poète, c'est-à-dire, pour donner une définition simple du XVIIe siècle, un homme qui fait des vers. C'est un auteur de tragédie, et en particulier d'un chef-d'œuvre de la tragédie du XVIIe siècle qui s'appelle Pyram et Thisbé, qui a été joué il n'y a pas très longtemps à Montpellier. C'est un très beau texte. Et puis c'est aussi un polémiste parce qu'il s'est trouvé embarqué dans des batailles vraiment terribles et qui nous paraissent extraordinairement modernes. Le mot moderne va d'ailleurs très bien pour Théophile de Viau, parce que dans un de ses textes, il dit qu'il faut écrire à la moderne. Écrire à la moderne. Ce n'est pas le premier emploi du mot moderne, disons dans la littérature et dans la pensée du XVIIe ou du XVIe siècle, mais c'est un des premiers emplois aussi significatifs par un écrivain qui dit, voilà, il faut écrire à la moderne, c'est-à-dire il ne faut pas faire comme faisaient les anciens, il ne faut pas faire ce que les anciens faisaient tout le temps. Alors, qui est Théophile de Viau ? Alors Théophile de Viau, il est très bien parce que d'abord c'est un type du Sud-Ouest, et c'est un des rares poètes français qui parle de la Garonne, avec Claude Nougaro. Et donc le mot Garonne apparaît régulièrement dans l'œuvre de Théophile de Viau, et donc pour les gens du Sud-Ouest, c'est très bien. Donc c'est une sorte d'ancêtre de Michel Serres, puisque en fait il est originaire des environs d'Agen, le port Sainte-Marie, d'un petit endroit qui s'appelle Boussères, au bord de la Garonne. Et là, il a un petit territoire, un petit domaine. C'est un aristocrate, pas de très grand niveau, voilà. Et il naît là en 1590. 1590, alors Montaigne est vivant. Ce sont les interminables guerres de religion qui n'en finiront plus de se terminer dans le XVIIe siècle encore. C'est des époques qu'on peut dire troublées, mais on va dire toutes les époques sont troublées, y compris la nôtre. Naître en 1590, ça veut dire avoir 20 ans en 1610. 1610, c'est une date importante de l'histoire de France, parce qu'il y a un roi qui a fait beaucoup d'enfants dans la région, dans le Gers en particulier, dit-on. C'est Henri IV, le roi bien-aimé des Français, et qui se trouve, disons, en place du Capitole, en tout cas dans le bâtiment du Capitole, qui est assassiné par un type très fanatique, va-t-on dire, qui s'appelle Ravaillac, en présence d'un personnage qui aurait peut-être pu le sauver, dont on parlera un peu tout à l'heure. Et donc, quand Théophile de Viau a 20 ans, il y a un grand drame pour la France, un roi important, aimé, qui a opéré une certaine réconciliation entre les catholiques et les protestants, et qu'on a envie de dire libéral, si on ne veut pas dire par là le sens moderne américain du terme, mais on va dire pas du tout un fanatique, un modéré à bien des égards, etc. Quelqu'un qui met un peu la censure un peu à côté, etc. Et qui, on connaît cette phrase, Paris vaut bien une messe, au fond, bon, l'important, hein, voilà, c'est qu'on vive, et c'est important, c'est que la monarchie fonctionne à peu près. Un grand guerrier, un homme extraordinaire, est tué par des intrigues très complexes dans lesquelles il y a des fanatiques liés à ce qu'on appelle la Ligue à ce moment-là. Et donc Théophile de Viau assiste pas en direct, mais il a 20 ans à ce moment-là. Et on sait que les années qui suivent, c'est le début du règne d'un roi qui s'appelle Louis XIII. Mais Louis XIII est très jeune à ce moment-là, vraiment très jeune, et il y a aussi une maman qui s'appelle Marie de Médicis, une des Médicis qui viennent de Florence, qui est la régente en réalité, enfin qui va se débrouiller pour régner d'une certaine manière. Et il va y avoir une série de conflits très complexes dans lesquels Théophile de Viau va se trouver mêlé entre maman
et son fils. Et ça ne va pas être simplement comme à l'intérieur du Parti socialiste aujourd'hui, ou du RPR, ou du PR, etc. Des petits trucs vaguement mouchetés, des petits conflits comme dans la NUPES, etc. On se fait la guerre. Et par exemple, il y a une grande bataille près d'Angers qui s'appelle la bataille des Ponts de Cé, en 1623, où Louis XIII bat sa mère. Bon, voilà, c'est embêtant, mais il y a des scènes de réconciliation aussi de temps en temps. Alors, si vous allez au Louvre, vous avez la vie de Marie Médicis peinte par Rubens, et vous avez quelques tableaux où on voit des moments de réconciliation. Donc, maman se réconcilie avec son fils, mais après, ça recommence. Hein, voilà, on n'est pas vraiment d'accord. Donc, c'est très compliqué. C'est non seulement compliqué parce qu'il y a une affaire entre la mère et le fils, mais tout autour de la mère et du fils tourne tout un tas de gens qui sont importants, qu'on peut appeler des grands, si on veut, voilà, des grands seigneurs, qui tous ont des idées très énergiques sur leurs valeurs, dont certains sont catholiques, d'autres sont protestants, certains sont homosexuels, d'autres ne le sont pas. Ça compte, hein, tout ça, ça compte vraiment beaucoup. Et puis, en plus, ils changent de temps en temps, en tout cas quant à leur religion, d'avis. Il leur arrive aussi de tomber amoureux d'une dame du camp d'en face. Ça arrive aussi. Donc, c'est assez compliqué, la vie un petit peu. Donc, tous ces gens sont là. L'un d'entre eux s'appelle Montmorency, vous savez, qui finit par être décapité à la place du Capitole à l'époque de Richelieu. Tous ces gens sont très agités et ça ne les embête pas du tout de prendre les armes les uns contre les autres, de se trahir les uns contre les autres et de prendre les armes contre le roi ou contre, disons, la reine-mère, d'une manière ou d'une autre. Et ceci, parfois au nom de la religion, parfois au nom de leur territoire, parfois au nom d'autres régions. Donc c'est très compliqué. À certains moments, ça ressemble un peu, la France de cette époque, à la Syrie aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans un coin, disent « Ici, c'est chez moi. Si vous voulez entrer, boum, boum. Hein, » voilà. Et donc, il y a des batailles constantes. Une des plus connues dans la région de Toulouse, il y en a eu partout, hein, on s'est battu partout, c'est en 1621, le siège de Montauban. Le siège de Montauban, c'était pas comme nous on était des catholiques à Toulouse, pour l'essentiel, même s'il y avait des protestants, mais en gros, on les avait exterminés, voilà. Ouf, voilà. Enfin, je dis ouf, non, mais enfin, c'est comme ça, voilà. Mais à Montauban, il y avait des protestants, et les protestants, avec l'édit de Nantes, avaient des droits, des possibilités, avaient, disons, une université, des collèges, etc., des soldats. Et en 1621, Louis XIII fait le siège de Montauban, avec le duc de Luynes. Et pendant des mois et des mois, ils essaient de prendre avec des milliers et des milliers de soldats royaux la ville de Montauban. Mais les Montalbanais, les protestants, les parpaillots, les hérétiques, enfin tout ce que vous voulez, sont très nombreux à l'intérieur, sont très bien armés, sont très malins, sont très déterminés, et ils réussissent à empêcher l'armée royale de rentrer dans Montauban. Donc c'est une défaite, donc il faut imaginer une époque, Théophile de Viau a probablement était pas loin du siège de Montauban. Peut-être était-il professeur de langue à un moment ou à un autre dans les armées royales. Enfin bon, on ne sait pas grand-chose sur la vie de Théophile de Viau. Il a suivi les armées royales en plein d'endroits, y compris au Pays Basque. Il assiste, ou en tout cas il n'est pas loin d'assister, à ces combats qu'on a du mal à imaginer entre le roi et puis effectivement des grands seigneurs. Alors dans ce cas-là, c'est des bourgeois protestants dans le pays. Hein, voilà. On sait que quelques années plus tard, Louis XIII et Richelieu prendront, après un siège très long, la ville de La Rochelle. Hein. Donc il faudrait imaginer que Macron envoie ses troupes pour prendre, supposons, Rodez, hein, voilà, et que Carole Delga défende avec des troupes très nombreuses Rodez, et que Macron soit obligé de reculer, avec l'appui de je ne sais pas qui, de la France insoumise, et cependant trahirait par derrière le Parti socialiste, enfin j'en sais rien, enfin, voyez, enfin, des choses comme ça. Et quelques poètes passeraient d'un camp à l'autre de temps en temps, vous voyez, bon, Serge Pey, ou Bruno Ruiz, ou Yves Charnay, ou moi, etc., voilà, passeraient d'un camp à l'autre en fonction des intérêts, hein, divers et variés. Théophile de Viau, qui naît protestant, finira catholique. Bon, quelle était sa conviction exacte? Bon, ben voilà, il y a des moments, parfois on change de camp, hein, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est une époque extrêmement compliquée pour les parcours des individus. Et par exemple, dans le cas de Vanini, qui est exécuté à Toulouse en 1619, alors moi je n'y connais pas grand-chose, Didier Foucault, vous pourrez vous en parler pendant des heures, mais les raisons pour lesquelles Vanini, qui est un philosophe italien libertin, est exécuté à Toulouse en 1619, place du Salin, et vous savez, on lui arrache la langue, on le brûle, etc., c'est abominable, sont très complexes, très débattus. Est-ce que c'est de la répression catholique au sens strict, comme on pourrait l'imaginer? Est-ce que c'est des intrigues de cour liées à Paris ou ailleurs? Comment se fait-il que ce type, qui n'avait pas fait plus que d'autres, finit dans des supplices abominables alors que d'autres s'échappent, etc. Bon, il y a
tout un tas de thèses, d'hypothèses. On n'a pas les pièces du procès qui sont dans des sacs gardés et qu'un jour peut-être quelqu'un réussira à trouver. Voilà. Et donc autour de cette affaire-là, il y a des débats et on va publier prochainement avec Didier un colloque qui s'appelle l'esprit de liberté au temps du Parlement à Toulouse, dans lequel il y a des analyses sur le cas Vanini, des nouvelles trouvailles, des découvertes. Mais au fond, ça reste un peu mystérieux, quand bien même. Mais beaucoup plus mystérieux que le cas Vanini, c'est l'affaire de Théophile de Viau. Alors l'affaire de Théophile de Viau, elle se met dans un paysage qu'il faut comprendre avant de revenir un peu sur l'affaire de Théophile de Viau. Donc Henri IV est assassiné en 1610 et Henri IV était un roi, on va dire modéré ou libéral si on veut. C'est-à-dire c'est un protestant qui est devenu catholique. Alors par modéré ou libéral, ça ne veut pas dire qu'il tue un maximum de gens. C'est un guerrier très énergique, véritablement, dans les batailles. C'était un grand militaire, très bien. Mais sur le plan idéologique, il avait une certaine souplesse et les gens qui travaillaient avec lui aussi. Quand Henri IV est assassiné, ceux qui vont prendre progressivement le pouvoir, c'est ce qu'on appelle des dévots. Les dévots, on connaît ce terme-là. Quand on parle de l'affaire du Tartuffe, on dit, bon, il y a les dévots, et Tartuffe est un représentant du camp dévot qui va prendre progressivement le pouvoir à la fin du règne de Louis XIV. Ces dévots se divisent eux-mêmes en sous-tendances diverses et variées, mais au fond, ils sont très sérieux quant à la défense de l'ordre moral catholique. Donc ils ont, disons, deux ennemis essentiels. D'une part, les protestants. L'idée, c'est qu'il faut revenir sur l'édit de Nantes qui donne trop de liberté aux protestants, d'avoir des temples à droite et à gauche, non simplement des temples, mais des troupes, des armées, non seulement des armées, mais aussi des collèges, etc., des places fortes, etc., ce qui fait qu'en effet, La Rochelle ou Montauban peuvent tenir le choc longtemps, pas éternellement, face aux armées royales. Donc les protestants, c'est un problème de religion catholique, parce qu'effectivement, on voudrait bien qu'il y ait un seul roi, une seule foi, une seule loi, mais c'est aussi un problème politique pour le roi. C'est un peu embêtant d'avoir des types qui ont des armées par-ci par-là et qui peuvent dire non à ceci ou cela. Donc les protestants, c'est un premier paquet d'ennemis. Et puis un deuxième paquet d'ennemis, ce qu'on appelle les libertins. Alors les libertins, c'est le père Garas, qui est un jésuite, qui va compter beaucoup dans l'affaire de Théophile de Viau. Donc un jésuite, vous savez, les jésuites, c'est un ordre qui aime bien le pouvoir, qui obéit en principe de manière secrète au pape. Voilà. Et les pouvoirs politiques se méfient beaucoup des jésuites. À l'époque d'Henri IV, c'était pas bon d'être jésuite. Et puis les jésuites reviennent avec l'époque de Marie de Médicis et puis de Louis XIII. Et le père Garas est un de ces jésuites, très déterminé à lutter contre les protestants, naturellement, mais aussi contre les libertins. Il publie un ouvrage qui s'appelle « La curieuse doctrine des esprits de ce temps », dans lequel il accuse un tas de gens, dont Théophile de Viau, d'être de libertins, c'est-à-dire des types qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées et qui sont marqués par des mœurs très libres. Et parmi ces mœurs très libres, il y en a vraiment quelques-unes qui exagèrent vraiment, c'est l'homosexualité, la sodomie. Voilà la chose. Ce type-là, mais pas que lui, tout un tas de gens qui tournent autour et qui sont éventuellement dans ce qu'on appelle l'université. À l'époque, l'université, c'est pas comme l'université Jean Jaurès, avec, disons, la laïcité, quelques gauchistes devant. L'université, c'est la Sorbonne, c'est la théologie. Pour l'essentiel, voilà ce qui compte véritablement. C'est la théologie, le droit, mais c'est des gens qui sont de la religion catholique, en réalité, pour l'essentiel. Donc, tous ces gens-là regardent ce qu'on appelle les libertins avec beaucoup de mépris, de suspicion. Ils voient en eux des ennemis potentiels. Alors dans ces libertins, il y a un tas de gens. Il y aura des gens comme Cyrano de Bergerac, il y a des gens dont on parlera comme le mois prochain, Béroald de Verville. Tout un tas de gens qui sont des poètes qui vont se retrouver autour d'un livre qui se publie en 1622, qui s'appelle Le Parnasse satirique. Ces libertins publient un livre qui s'appelle Le Parnasse satirique. Qu'est-ce que c'est que le Parnasse satirique ? C'est un recueil de vers. Donc, le mot Parnasse dit bien cela, c'est donc le séjour des muses, mais satirique avec un Y. Et donc, satirique ne veut pas dire le sens de la satire, par exemple, ce que va faire Boileau quand il fait des satires contre, les femmes, par exemple, ou contre tel ou tel. Satoura, en grec, ça a quelque rapport avec Saturne, quelque chose comme le mélange, quelque chose qui va être pas très formel. Et donc, dans la satire, il va y avoir toutes sortes de choses qu'on ne sait pas très très bien comment classer.
et en particulier des choses à nature sexuelle, voire pornographique, extrêmement audacieuse, un peu n'importe quoi. Et donc le Parnasse satirique, la poésie satirique avec un Y, c'est de la poésie dans laquelle il y a ce qu'on appelle de libertinage, mais ça peut être vraiment de la pornographie, ça peut aller très loin hein, dans ce genre de choses. Et donc le Parnasse satirique, c'est un recueil de 200, je crois, à peu près textes en vers, dont beaucoup sont anonymes, et quelques-uns sont signés par des auteurs, et l'un d'entre eux est signé, le premier sonnet, est signé par Théophile de Viau. On est en 1622, vous voyez, Théophile de Viau a 32 ans, et à la tête d'un recueil qui s'appelle le Parnasse satirique, apparaît son nom. Alors je vous lis simplement, pour vous donner simplement une idée, les premiers vers du Parnasse satirique. Bon, on fera pire la prochaine fois avec Béroald de Verville, mais tout de même, là, c'est déjà pas mal. Phyllis, donc on est dans la poésie, hein. Donc Phyllis, un bel Phyllis, hein, voilà. Je désespère alors qu'on espère toujours. Phyllis, tout est foutu. Je meurs de la vérole. Elle exerce sur moi la dernière rigueur. Mon vite baisse la tête et n'a point de vigueur. Un ulcère affreux m'empêche la parole. Et ça finit comme ça. Donc, après avoir accusé une femme de l'avoir foutu de la syphilis, mon Dieu, je me repens d'avoir si mal vécu. Et si votre courroux, à coup sûr, ne me tente, je fais vœu désormais de ne foutre qu'en cul. Et donc, voilà un homme qui fait vœu, c'est signé par lui, Théophile, de ne foutre qu'en cul. Et donc, il précise avant que ce n'est pas la sodomie avec les femmes, mais avec les hommes, hein, précisément. Donc, c'est quand même un peu embêtant pour un jésuite, on va dire. Hein. Ça se fait pas. Ça se fait, mais ça se dit pas, plutôt ça ne s'écrit pas, ça ne se publie pas. Alors, c'est là qu'on arrive avec le changement à l'époque d'Henri IV, mort d'Henri IV. Des textes dans ce ton-là, il s'en est publié beaucoup à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, à l'époque de Henri IV. Tout un tas de gens ont publié un tas de trucs assez étranges pour le goût moderne, un peu polissé. Même Ronsard, qu'on étudie beaucoup à l'école, a publié des folastries qui sont assez chaudes, véritablement. Voilà. Sans se gêner, Montaigne peut dire, dans un des essais célèbres, qu'a fait aux hommes l'action génicale. Et puis il explique un peu ses problèmes de sexe, et puis ses problèmes de reins, et tout ça, et tout ça. Mais après la mort de Henri IV, il y a un retour de la censure, un retour de ce qu'on peut appeler, si on peut, l'ordre moral, et une inquiétude du côté des écrivains, de la littérature. Est-ce que du côté de ces gens-là, qui, de seul coup, de l'importance, ils ne seraient pas simplement des flatteurs du prince, des gens qui accompagneraient, les écrivains peut-être, les artistes en général, mais les écrivains en tout cas, seraient suspects d'apporter une curieuse doctrine des esprits de ce temps dont le pouvoir politique, le pouvoir ecclésiastique devrait se méfier. Et donc, il faut taper dessus. Et il se trouve qu'en 1622, le Parnasse satirique, publié, qui va être réédité plusieurs fois, mais de manière un petit peu cachée. Le nom qui apparaît en tête, c'est Théophile de Viau. Alors Théophile de Viau était à ce moment-là, il avait 30 ans, 32 ans, un auteur connu, un auteur vraiment connu. C'est un des poètes les plus célèbres, les plus illustres du XVIIe siècle. C'est un de ces poètes que les Geoffroy, évidemment, n'ont jamais vu, enfin ils n'ont jamais rien vu, mais ils n'ont pas vu non plus Théophile de Viau, ni La Fontaine, ni tous les autres, hein, mais surtout pas Théophile de Viau. C'est terrifiant leur ignorance. À l'époque, au XVIIe siècle. Maintenant, oui. Voilà. Mais ils n'ont vu personne. Et donc, Théophile de Viau est un auteur parfaitement connu, parfaitement célèbre. Et donc, son nom est à la fois intéressant pour les éditeurs, on appelle les imprimeurs ou les libraires. Parce que faire apparaître Théophile de Viau, ça fait vendre. C'est comme maintenant Houellebecq ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, un auteur comme ça, un auteur qu'on connaît, dont on parle, un peu scandaleux, enfin, vous voyez, un truc comme ça. Et puis, en même temps, on peut espérer qu'on ait des protections, puisque Théophile de Viau est un auteur qui a des protections. Bon, au XVIIe siècle, on ne fonctionne pas, qu'on s'appelle Théophile de Viau, Vanini ou n'importe qui d'autre, à La Fontaine plus tard, sans avoir un tas de gens qui vous protègent d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est pas la mafia, mais ça y ressemble un petit peu. On n'est jamais, quand on écrit, un solitaire. On n'est pas sur son ordinateur, il n'y en a pas d'ailleurs, voilà, en écrivant ses petits poèmes, en les postant sur Facebook. Non. On publie avec des gens qui sont là, qui font attention à vous, qui vous protègent, qui vous garantissent. C'est ce qui va se passer pour La Fontaine. Hein. Par exemple, plus tard, La Fontaine est protégée par Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet est déquillé par Louis XIV en 1661. C'est très embêtant pour La Fontaine. Il n'a plus de protecteur.
Que faire? Comment faire? Comment vivre sans protecteur? Alors Théophile de Viau, qui naît donc, j'y reviens, en 1590, n'est pas par lui-même avec des grands protecteurs, puisqu'il naît à côté d'Agen, il n'appartient pas à la grande noblesse, il est protestant, il va suivre des études certainement au collège de Montauban, on le prétend avoir fait des études aussi au collège protestant de Saumur, donc il fait des études très sérieuses, et on le voit parce qu'il écrit magnifiquement le latin, par exemple, mais aussi magnifiquement le français. Et donc ce personnage-là va se prendre un certain nombre de gens avec lesquels il va avoir des liens. Et le choix de Théophile de Viau, mais les choix à partir de ses premiers poèmes, ça sera autour de gens qui s'appellent le duc de Luynes, le comte de Candolle et quelques autres, qui sont des gens qui vont parfois changer de camp ou parfois être quelque peu disgraciés. Par exemple, le duc de Luynes qui se trouve à la bataille de Montauban, comme il ne va pas réussir à prendre Montauban, après Louis XIII va trouver que bon, il n'est pas terrible, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des protecteurs, et ces protecteurs sont forts, mais changeants un peu dans leur avis. Ceux qui ont vu les films sur Molière, ou qui ont suivi Molière à Toulouse, qu'on a fait il y a 2 ans, ou enfin 3 ans à Toulouse, savent qu'il y avait pour Molière aussi des protecteurs, et que ces protecteurs sont très importants. Donc il a des protecteurs, mais dans un paysage qui est extrêmement mobile, et ces protecteurs ne le protègent pas absolument, parce qu'en effet, quelque part, il est protestant d'origine, il est en effet quelque peu libertin, un peu agité, et il est condamné une première fois en 1619 à l'exil pour libertinage. Alors libertinage, on sait à peu près ce que ça voulait dire. Il était bi, qu'on va dire aujourd'hui. Il aimait bien les femmes, mais il aimait bien aussi les hommes. En particulier un type qui s'appelle Desbarreaux, qui est un personnage important, qui a écrit des poèmes extrêmement libertins, qui était clairement un libertin, qui était clairement un homosexuel. Et bon, on voit bien que Théophile de Viau avait des rapports avec Desbarreaux, et que quand le poème, dont j'ai lu un passage, paraît au début du Parnasse satirique, si tant est que ce poème soit bien de Théophile, on n'en est pas absolument certain, même si on est à peu près convaincu qu'il est bien de lui, il affiche une homosexualité viril, on va dire, énergique, voilà. Je vais me foutre concu, voilà. Donc les choses sont dites et clairement dites. Donc ce personnage est un personnage qui a des protecteurs, qui fait de la poésie. La poésie plaît considérablement, mais quand même, il est un personnage dangereux. Alors, il va avoir le malheur, en ayant participé, ou peut-être pas participé, il va se défendre d'avoir participé au Parnasse satirique, de s'attirer la foudre du père Garas, ce qui va l'amener à être emprisonné, condamné à mort, à être brûlé. C'est le tarif, on va dire. Voilà. En fond, on lui préparait un sort à la Vanini. Mais il va réussir à être gracié, ça va être converti en exil, et puis, quelques années plus tard, il va republier les textes, on va revenir sur cette publication-là. Il va partir en Angleterre, il était déjà allé en Angleterre, il va s'exiler, puis il va revenir à Paris, et il va mourir après un long séjour en prison, mais ayant été libéré, des conséquences manifestement de la prison. Il meurt à 36 ans ou 35 ans, je ne sais plus exactement, oui c'est 36 ans, donc il meurt jeune. Et donc, il aura été 2 fois exilé, il a passé un long temps en prison, il a écrit et publié beaucoup depuis la prison, il a été condamné à être brûlé vif. On ne l'a pas brûlé vif, avec un autre poète, on l'a brûlé en effigie. Et il est repris, quelques temps plus tard, il va repasser du temps en prison, là on le condamne à l'exil, etc. Donc il va passer les 5 ou 6 dernières années de sa vie, condamné, exilé, revenant en prison, malade de son séjour en prison, mourant, écrivant en prison. Donc il y a, on va dire, 2 aspects dans sa vie. Il y a un poète qu'on a envie de dire lyrique, qui fait de la jolie poésie pour les dames, parfois un peu pour les hommes. On voit bien que les hommes se cachent parfois sous les dames. Et puis, il y a effectivement un deuxième aspect, c'est un des premiers cas dans l'histoire littéraire, en tout cas française, de poètes, d'écrivains, poursuivis, on va dire par la police, pour faire simple, mais c'est plus compliqué que cela, pour des écrits considérés comme insupportables. Et non seulement les poursuivis, condamnés, libérés, réenfermés, etc., mais tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre de 50 textes qui sont publiés à ce moment-là, où des gens disent « Théophile, c'est un salaud, c'est un abominable, c'est un sodomite, etc. etc. » Et d'autres disent « Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. » Et le père Garas invente l'explication de texte absolue. Lui, c'est un jésuite, donc c'est un type sérieux. Et donc, il lit de près Théophile, vers après vers.
Et sous chaque vers, il essaie de trouver une intention sodomite. Théophile, évidemment, savait se cacher plus ou moins. Mais le père Garas, c'était assez obsessionnel. Vous savez, les censeurs, c'est précis, c'est sérieux, les censeurs. Et donc, il accumule les preuves. Mais ça ne suffit pas. La justice n'est pas tout à fait contente des accusations du père Garas. On a quelque chose qui est très intéressant dans l'histoire de la littérature, c'est le moment où le pouvoir, pour faire simple, mais le pouvoir, ce singulier, ne va pas très bien, parce qu'il y a l'Église, il y a les parlementaires pas au sens d'aujourd'hui, il y a le roi, il y a les grands seigneurs, etc. Donc des pouvoirs, et puis l'opinion publique, si on veut dire, puisqu'il y a beaucoup de libelles qui sont dedans, tout un tas de gens qui ont du pouvoir, soit si on peut dire médiatique, soit religieux, soit juridique, soit politique, trouvent important de se mêler de la condamnation ou de la grâce de Théophile de Viau. On va dire, quelque part, ça ressemble un peu à du Salman Rushdie par anticipation, de quelque façon. C'est-à-dire, on a un pouvoir, en l'occurrence iranien, qui se dit, ce type-là, c'est très important, ce qu'il écrit, c'est vraiment très important, il faut le condamner. D'ailleurs, on a réussi, on le fait tirer dessus, etc. Voilà, on le blesse, enfin, on le poursuit, etc. C'est très important. Alors, d'un côté, c'est terrible pour celui qui est attaqué, condamné, enfermé, mais quelque part, c'est aussi un très grand honneur pour la littérature. Un écrivain qui s'appelle Salman Rushdie ou Théophile de Viau, c'est important, quelque part, ça fait peur à des gens qui sont quand même assez méchants. Les ayatollahs, le père Garas à l'époque, ou bien d'autres. Et donc, c'est à la fois une tragédie pour la littérature, pour les arts, mais c'est aussi quelque part la naissance de la littérature. C'est-à-dire l'idée que un écrivain puisse être quelque chose comme un vecteur d'idées nouvelles, dangereuses et tout, et que donc un tas de gens qui comptent dans le moment, une partie de l'opinion publique, vont s'attaquer à lui ou le défendre. Théophile, quant à lui, manifestement, ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Sa tactique va être la suivante. D'une part, se défendre en disant « mais moi, j'ai rien fait. C'est des gens qui ont publié sous mon nom des textes que moi, j'ai pas écrits. » Voilà, bon, on peut toujours faire ça. On peut toujours le faire aujourd'hui. C'est pas moi, c'est eux. Et d'autre part, regardez ce que je fais. Et donc, à partir du moment où il sera condamné, emprisonné, il va publier un certain nombre de textes magnifiques, de poésie, on va dire non libertines, au sens des textes que j'ai vus là, des textes, par exemple, qui accompagnaient le roi en Languedoc, dans les épisodes, vous savez, Louis XIII vient se balader, enfin il vient pas se balader à Montauban, il vient passer au fil de l'épée tous les gens de Saint-Antoine-de-Bleval, il a failli mourir d'ailleurs à Saint-Antoine-de-Bleval, il y a un boulet qui est passé à 1 mètre de lui, c'est marqué quelque part au milieu des buissons, voilà, etc. Bon, il passe par là. Théophile fait un poème sur le roi et son retour en Languedoc en disant « Cher roi, magnifique, c'est très très bien », enfin voilà, il fait le boulot, quoi, voilà. C'est un peu comme aujourd'hui, les artistes, moi le premier, quand on devait des subventions de la drague pour les bruissonnantes, cher drague, que vous êtes beau, joli, que vous me semblez beau. Donc il essaie de faire un peu le boulot, mais aussi de publier des textes extrêmement beaux, en effet. La maison de Sylvie, par exemple, magnifique texte poétique, et bien d'autres, on en regardera d'autres, qui sont des textes pas libertins au sens où normalement, bon voilà. Et donc l'argument c'est, regardez ce que je fais, et ne regardez pas ce que l'on m'a accusé d'avoir fait. Mais quand même, en même temps, il est dans la situation un petit peu, pour nous, mutatis mutandis, du personnage de Kafka dans Le Procès, K, où il y a quelque chose qui vient accuser K en disant bon, « Venez, vous êtes convoqué au tribunal et vous êtes coupable ». Et K ne comprend pas. Et Théophile de Viau va en partie jouer, mais peut-être vraiment aussi en partie vivre, cette situation du sujet contemporain qui est des instances de pouvoir diverses. Accuse un individu, en l'occurrence un écrivain, d'avoir fait quelque chose d'affreux, en particulier d'avoir publié des poèmes libertins. Et lui, il dit, mais je ne comprends rien, je suis pour rien. Et donc, il va écrire des textes de défense. Et donc, c'est des textes qui relèvent d'une littérature qu'on ne connaissait pas beaucoup avant. Montaigne n'a rien écrit de tel. Montaigne n'a pas été poursuivi par qui que ce soit. Ronsard, Du Bellay, etc., ont eu quelques problèmes, n'ont pas été poursuivis par qui que ce soit. Même Agrippa de Millet a combattu contre les protestants, contre les catholiques, excusez-moi, puisque lui était protestant. Dante, etc., a eu des problèmes divers et variés, mais ils n'ont jamais été mis en prison. Il y a un cas particulier avec le Tasse, pour des raisons politico-religieuses, libertinage, etc., au point d'être condamné à mort, et d'avoir cependant le droit
de se défendre, parce que sous l'Ancien Régime, on dit parfois que c'est le droit divin et compagnie. Non, c'est plus compliqué que ça. Et dans le livre qu'on fait avec Didier Foucault, L'esprit de liberté au temps du Parlement, on montre que même Calas est condamné à mort, c'est abominable ce qu'on lui fait, mais à travers un procès très compliqué, il y a des moyens de se défendre, etc. Enfin, on n'est pas chez Poutine, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça à l'époque. Et donc Théophile a un espace d'écriture pour publier et se défendre, quand bien même il est accusé. Voilà l'affaire. Alors, ce qu'on va essayer de lire un petit peu, c'est la préface de 1623 du deuxième tome des œuvres que Théophile de Viau publie, alors qu'il est en prison, en réalité, avec l'intention, effectivement, de se défendre. Et donc, avant les poèmes, il met un texte en prose, on va voir, très énergique, magnifiquement écrit, qui après, en partie repris par Molière dans Don Juan, on verra comment. Vous écoutez Yves Le Pestipon lors du Classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche le 8 avril 2024, consacré à l'affaire Théophile de Viau. Je prends depuis le début au lecteur. Donc on s'adresse au lecteur comme Montaigne s'adresse au lecteur. Voilà. C'est important parce que ce n'est pas un texte au seigneur de machin bidule, de lui, du romancier. C'est un texte qui prend à témoin ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique. Le lecteur, en tant qu'individu particulier, toi lecteur, je m'adresse à toi, par-delà les nobles, les églises et compagnie. Ceux qui veulent ma perte en font courir de si grands bruits que j'ai besoin de me montrer publiquement. Si je veux qu'on sache que je suis au monde, je ne produis point ici l'impression d'un travail si petit et si désavantageux à ma mémoire, afin qu'on le voie, mais afin qu'il fasse voir que Dieu veut que je vive et que le roi souffre que je sois à la cour. Il semble que je fasse une impudence de me plaindre de mon malheur, d'autant que c'est divulgué. Le divulguer. J'ai assez d'adresse pour m'en taire. S'il y avait encore quelqu'un à le savoir, mais il ne se trouve plus personne à qui je ne doive satisfaction de ma vie, dont les mauvais et les faux bruits ont rendu les meilleures actions scandaleuses à tout le monde. Je crains que mon silence ne fasse mon crime, car si je ne repousse la calomnie, il semble que ma conscience ne l'ose désavouer, on a suborné des imprimeurs pour mettre au jour, en mon nom, des vers sales et profanes, qui n'ont rien de mon style ni de mon humeur. J'ai voulu que la justice en sût l'auteur pour le punir, mais les libraires n'en connaissent à ce qu'ils disent ni le nom ni le visage et se trouvent en eux-mêmes en la peine d'être châtiés pour cet imposteur. Les juges les ont voulu traiter avec toute la sévérité que mon bon droit leur a demandé, mais le pouvoir que j'ai eu de me venger m'en a ôté l'envie. Et comme je n'ai point plaidé pour faire du mal, mais pour en éviter, j'ai pardonné à des ignorants qui n'ont abusé de mon nom que pour l'utilité de la vente de leurs livres, et me suis contenté d'en faire supprimer les exemplaires avec la défense de les réimprimer. Le soin que j'ai pris en cela pour ma protection est un témoignage assez évident que je ne suis pas cause de ma disgrâce et que je ne la mérite point. Je voudrais bien que les censeurs qui sont si diligents à examiner ma vie fussent au moins capables de croire les actes publics de la justice qui font foi de cette vérité. Mais tout ce qui fait à ma justification est contre leur dessein. Leur chagrin ne se pend qu'au mal. Ils ne me connaissent que par où ils exercent leur aigreur. Et l'inclination qu'ils ont à tout reprendre fait qu'ils craignent plus l'amendement d'un homme qu'ils ne haïssent sa débauche. Cette promptitude de rechercher les mauvaises actions d'autrui et cette nonchalance à reconnaître les bonnes est une fausse prud'homie et une superstition malicieuse qui tient plus de l'hypocrisie que du vrai zèle. On souffre toutes sortes de désordres et de blasphèmes en la personne de qui que ce soit, mais on fait gloire de diffamer l'innocence en la mienne. Ces calomniateurs, qui sont des gens presque inconnus et de la lie du monde, ont voulu persuader leur imposture à des saints personnages de qui je veux éviter la haine, et pour l'estime que je fais de leur vertu, et pour le respect que je dois à leur crédit. Et j'espère que l'envie travaillera inutilement à séduire la charité de ces prélats qui connaissent trop bien le visage de l'erreur et savent que toutes les médisances sont suspectes de fausseté. Alors voilà une des pages magnifiques de la littérature française, mais à côté de l'œuvre poétique de Théophile de Viau, ce n'est pas de la poésie clairement, mais en introduction à la poésie de Théophile de Viau, qui vient là, juste après, tome 2, puis tome 3, pour être
un élément de justification dans une cause très importante pour Théophile de Viau, qui est sa vie et sa liberté. Voilà, et son séjour, au bout du compte, en France, où il finira d'ailleurs par mourir très jeune. Et donc, on a un texte, on va dire, qu'on peut appeler argumentatif, très énergique, avec une langue pour nous extraordinaire, parce qu'on comprend le saut de langue qui s'est passé entre Montaigne, qui écrit 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, et une langue qui pour nous est très difficile, qu'on soit citoyen ordinaire de la langue française actuelle, voire spécialiste même du XVIe siècle, la langue de Montaigne est complexe. 30 ans, 40 ans plus tard, Malherbe est passé par là, la langue a été largement réformée, et Théophile de Viau écrit en effet à la moderne, c'est-à-dire quelque chose qui, à quelques mots près, quelques tournures près, nous est immédiatement transparent, et on se dit, on dirait déjà du Molière dans la fameuse tirade où Don Juan dénonce l'hypocrisie comme un vice à la mode, ou presque du Beaumarchais dans la fameuse tirade de la calomnie, bien connue, au XVIIIe siècle. Donc on est en train d'entrer dans la langue française classique du XVIIe, XVIIIe siècle, et on n'est plus dans la langue de la Renaissance, celle de Montaigne, mais de Ronsard ou d'autres, où on a quand même largement besoin du dictionnaire pour comprendre de quoi il s'agit. Théophile de Viau écrit à la moderne. Ce qui veut dire que, il n'écrit pas à la Pétrarque. La poésie du XVIe siècle était largement dominée par la poésie italienne, celle de Pétrarque, c'est-à-dire des choses très maniérées, très jolies, avec des métaphores, des métonymies, des allusions littéraires très compliquées à l'Antiquité, etc. Là, c'est pas du Pétrarque, c'est sûr, en tout cas, c'est pas de la pétrarchisation. Donc c'est une rupture très profonde avec la manière dont écrit la Pléiade. Et ce n'est pas non plus un texte qui essaie d'imiter l'Antiquité, au sens où Malherbe rêvait d'imiter l'Antiquité. C'est un texte écrit, moderne, non seulement par la langue, mais par le sujet. On parle de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans une affaire particulière, avec un ton qui n'est pas le ton de, je ne sais pas, Salluste, Cicéron ou d'un autre. On écrit, comme on écrit aujourd'hui, pour des gens d'aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, la lettre au lecteur s'adresse bien, effectivement, à un lecteur de 1623, tel qu'il existe à ce moment-là, dans l'aristocratie, dans la noblesse, bourgeoisie, catholique ou protestante, peu importe, un individu particulier qui est le lecteur, qu'on appelle à juger dans cette affaire. On va dire, comme maintenant dans certaines émissions de télévision ou de radio d'ailleurs, des gens en appellent à l'auditeur particulier pour débattre d'un problème particulier, moral, politique, religieux ou autre. Donc on a là quelque chose comme un texte dans lequel le lecteur est impliqué dans une affaire qui concerne un personnage qui est l'auteur, Théophile de Viau, mais qui a des répercussions morales, politiques et religieuses. C'est un texte, disons, engagé, dans lequel l'auteur se trouve engagé par lui-même. Et donc, on a là quelque chose qui est assez nouveau en littérature, et on sent bien ce qui fait l'intérêt de l'affaire de Théophile de Viau. Pas simplement de savoir si Théophile de Viau, dans ce texte-là, est sincère ou pas. Probablement un peu les deux. Sincère, ouais. Probablement, il sent qu'on exagère en l'attaquant pour libertinage et tout. Probablement, il sait bien aussi que quand même, il était un peu olé olé, qu'il avait dû publier quelques textes et qu'il a fricoté quelque peu dans le Parnasse satirique, bien évidemment. Mais bon, probablement, par-delà les erreurs, je mets un guillemet à erreur de jeunesse de Théophile de Viau, il y a aussi le sentiment que pour lui, ce qui est important, d'abord, c'est sa vie, son honneur, mais aussi l'œuvre qu'il est en train d'accomplir et dont il peut espérer qu'il pourra l'accomplir encore pendant de nombreuses années, parce qu'il est jeune et qui est une œuvre de poète original et de réforme dans la poésie française, une réforme que le XVIIe siècle va bien saluer, c'est-à-dire ne plus faire de la poésie de la Renaissance pétrarchisante, ni faire la poésie à la Malherbe, et donc inventer quelque chose en poésie auquel nous ne sommes pas nécessairement très sensibles, mais qui est une poésie très classique, de par la forme, on va dire, qui évoque des thèmes nouveaux, et qui prépare des thèmes qu'on pourrait appeler romantiques, par moment, avec des guillemets sur cet adjectif un petit peu romantique. De sorte qu'effectivement, il a une œuvre à faire, il le sait, il a une vie à vivre, il le sait, il est plein d'énergie, plein de talent, et donc ça vaut la peine de se battre contre quelque chose qu'il ne nomme pas. Il ne dit pas « c'est ceci ou cela ». Ce n'est pas monsieur un tel ou madame un tel qui me combat. Ce n'est pas la faute au père Garas, c'est ceux qui veulent ma perte et font courir de grands bruits. Donc il y a un paquet qui est là, non nommé,
Quand bien même on voit apparaître l'idée qu'il y a des gens du côté de l'Église, mais ces gens du côté de l'Église, il sait aussi qu'ils sont valables pour lui. Certains d'entre eux. Il y a des gens probablement du côté de la justice, mais il sait bien aussi que la justice lui a rendu raison, puisqu'au bout du compte, on ne va pas l'exécuter, il va réussir à échapper, même si on va le reprendre de nouveau. Donc, il y a un camp qui n'est pas nommé précisément, qui est informe, qui est composé de ceux qui, on, ils, etc., qu'on nomme pas. Et puis, il y a un personnage auquel on fait bien attention de ne pas décocher la moindre flèche, c'est le roi Louis XIII et éventuellement Marie de Médicis. Le nom, le roi apparaît, bien entendu, et le roi est quelqu'un qui est censé regarder avec intérêt Théophile de Viau. Et en effet, Théophile de Viau a accompagné le roi en Languedoc, et le premier poème de la partie qui suit s'appelle « Au roi sur son retour du Languedoc ». C'était au Languedoc, c'est-à-dire c'est chez nous. Et donc, effectivement, Théophile de Viau va flatter un petit peu le roi, bien entendu, ça fait un protecteur, mais le roi est un peu étranger à cette affaire-là, réellement. Le roi est censé être celui qui, comme à la fin de Tartuffe, vous savez, nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, qui dit à la fin de Tartuffe, est au-dessus des débats. Certes, évidemment, il est catholique, mais il est censé ne pas être un extrémiste fanatique. Il protège aussi, en principe, un peu les protestants, il protège un peu les écrivains, les poètes, il protège certaines libertés. Et donc, il est au-dessus des partis, pour employer une expression un peu moderne. Voilà. Et donc, le roi, on ne l'attaque pas. Donc, il y a des gens, on ne sait pas qui sont très, très méchants, vraiment très, très méchants. Et donc, se constitue une espèce de paquet contre lequel on va combattre. Un peu comme dans Don Juan, lorsque Don Juan va dire il y a des gens très méchants, les hypocrites. Moi, je vais en faire partie parce que c'est rentable. Il va faire le parti inverse. Il y a des ennemis, des hypocrites, etc. L'hypocrisie est un vice à la mode. Très bien, moi j'en suis. Don Juan va retourner l'argumentaire de Théophile en disant il y a des salauds, ils sont hypocrites. D'accord, puisque l'hypocrisie est un vice à la mode et que tous les vices à la mode passent pour vertu, je vais être hypocrite. Théophile de Viau, lui, défend qu'il n'est pas hypocrite, qu'il est honnête, etc. etc. Vous voyez, ce genre de choses. Et en face, il y a les médisants, ceux que va employer Basile dans le fameux morceau de la calomnie. Donc, ceux qui veulent ma perte et font courir le bruit que j'ai besoin de montrer publiquement, si je veux qu'on sache que je suis au monde. Et donc, il s'agit de se montrer publiquement, alors publiquement, c'est-à-dire publier en public des textes, qu'on me voit. Si je veux qu'on sache que je suis au monde, puisqu'effectivement, avec les condamnations à mort, les enfermements, les exils, si je ne me montre pas publiquement, je n'existe pas. Or, ce qui compte pour moi, c'est que je veux qu'on sache que je suis au monde. Alors là, des commentateurs de Théophile de Viau, des gens qui travaillent comme Jean-Pierre Cavalier, etc., sur un peu l'histoire de la littérature, un peu dans sa profondeur, voilà quelque chose comme un marqueur de l'histoire des artistes. Quelque part, tout artiste aujourd'hui, depuis le romantisme, là, au moins depuis Théophile de Viau, veut qu'on sache qu'il est au monde. Je mets mon poème sur Facebook. J'apparais à la Cave Poésie ou à Ombre Blanche, tiens, très bien, voilà. Ou, si possible, dans des endroits plus glorieux, d'une manière ou d'une autre. Et je dis, coucou, c'est moi, coucou, vous m'avez vu, etc. Et on va compter les likes, les applaudissements, etc., etc. Et donc, quelque part, il y a, dans une dimension des artistes, pas uniquement les artistes, on pourrait dire les hommes politiques aussi, mais en tout cas, chez les artistes, effectivement, chez les écrivains, cette idée de ne pas être invisible, d'être visible, de se montrer pour que l'on sache qu'il est au monde, avec ce que ça peut avoir d'un peu dangereux, qui est l'espace de la vanité, simplement, coucou, vous avez vu, c'est moi, voilà. Mais aussi l'espace existentiel fondamental. Moi aussi, enfin voilà, pas spécialement artiste, je veux que l'on sache que je suis au monde, je veux exister d'une manière ou d'une autre. Et là, on rentre un peu dans Sartre, dans une position de la modernité, je veux, pour être, exister, c'est-à-dire être repéré par les autres en tant qu'ils vont dire il existe. Voilà la chose. Être, ce n'est pas la même chose qu'exister. Je fais un petit peu mon Sartre qui se promène là-dedans. Voyez. Et donc là, une formule qui est très, très importante. Ils font courir de si grands bruits que j'ai besoin de me montrer publiquement. Donc, si on veut que je sache que je suis au monde, c'est-à-dire que je ne suis pas mort, que je ne suis pas au fond de la prison, il faut que je me montre. Et donc, j'ai besoin de publier pour vivre, pour exister, véritablement, pour un pays moderne. Je ne produis pas ici l'impression. C'est-à-dire, je ne produis point ici, dans le livre qui va suivre, le livre, l'impression imprimée, d'un travail si petit et si désavantageux, ma mémoire, afin qu'on le voie. Alors attention, c'est une position que des artistes à l'époque avaient comme aujourd'hui. Coucou, c'est moi sur Facebook, c'est moi sur Twitter, c'est moi sur Instagram, vous avez vu mon poème. Mais afin
qu'il fasse devoir que Dieu veut que je vive et que le roi souffre que je sois à la cour. C'est donc pas par vanité que j'écris. Bon, on peut avoir des doutes, hein. Bon, Théophile de Viau est malin comme tout le monde, hein, bien entendu. C'est pour qu'on comprenne que Dieu veut que je vive. C'est pas moi simplement qui veux vivre. C'est Dieu qui veut que je vive. Et donc, puisque Dieu veut que je vive, puisqu'on voit en effet que je publie un nouveau recueil de poésie en 1623, eh bien, ça montre que Dieu me bénit en quelque manière. Mais Dieu ne suffit pas, Dieu c'est pas mal, mais il y a le roi aussi. Et le roi souffre que je sois à la cour. Alors, la cour du roi, bien entendu, et Théophile de Viau va et vient finalement entre la prison, la cour, l'exil, etc. Il accompagne le roi, il n'est pas constamment à la cour, parce que par moments, il a un peu le feu aux fesses, on va dire, voilà, avec les prisons et tout ça. Mais le roi souffre, donc accepte, tolère, admet qu'en dépit des accusations qui sont faites contre moi par le père Garas, etc., je sois à la cour. Et donc, ce n'est pas par vanité pure que je veux qu'on sache que je suis au monde, c'est parce que le fait que je suis au monde atteste de la protection à mon égard de Dieu et du roi. Et qu'est-ce qui compte? Rien, sinon Dieu et le roi. Et donc, les types qui sont en face, eh ben, ils luttent contre Dieu et contre le roi. Hein, voilà l'argument qui est derrière. Hein, voilà. Donc, on va dire c'est très habile, c'est très malin, sincère, point d'interrogation, c'est de la rhétorique, disons, extrêmement réussie. Il semble que je fasse une imprudence de me plaindre de mon malheur, d'autant que c'est le divulguer. Alors on revient sur des thématiques modernes. Il y a des tas de gens qui, sur Facebook aujourd'hui, des écrivains, dont des écrivains toulousains, qui expliquent partout leur malheur. Il y a des gens qui m'en veulent, Christian Torel ne me publie pas, je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez, enfin, des choses comme ça. Voilà. Non, on voit beaucoup de choses dans ce genre. Et donc, plaignez-moi mon malheur. Et donc, je divulgue mon malheur. Et c'est une impudence, effectivement, voire une imprudence, le mot qu'il emploie là. Parce qu'en effet, si je divulgue mon malheur, on va dire il est ridicule d'une certaine manière, il devrait se maîtriser lui-même, il a vraiment des ennemis, il a bien mérité, enfin vous voyez tout ce dans ce genre. Et donc c'est une imprudence de dire je souffre en le divulguant. Mais non, non, non. J'ai assez d'adresse pour m'en taire. Alors vous savez que ça c'est une chose très importante du temps. D'un côté, on va dire il est très poli de se taire de son malheur. J'ai perdu mon chien, mon chat, je mentais. J'ai perdu ma femme, je mentais, etc. etc. J'ai été mis en prison par Macron, qui vous voulez. Hein, voilà, je mentais. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, disait Vigny. Lui, il sait se taire. Alors, quand on est à la cour, ça veut dire qu'on sait se taire. La Fontaine va l'expliquer dans les fables. Hein, voilà. Il ne faut à la cour ni trop voir, ni trop dire. Donc, l'important, c'est de savoir se taire. Hein, voilà, c'est très important. Il est assez habile pour savoir se taire. Oui, mais dans cette affaire-là, cette habileté qu'il a, quant à lui, et non, ça ne serait peut-être pas une habileté. J'ai assez d'adresse pour m'en taire, s'il y avait encore quelqu'un à le savoir. Mais il ne se trouve plus personne à qui je ne doive satisfaction à ma vie. C'est la situation de Depardieu aujourd'hui, si on veut, ou de quelques autres. Tout le monde va dire, monsieur Depardieu, avec qui vous avez couché, qui vous avez violé, etc. Depardieu doit à tout le monde satisfaction de sa vie. Je ne fais pas la défense de Depardieu en particulier. Mais à cause d'un certain nombre de révélations qui sont faites sur lui et qui révèlent un passé quand même assez douteux, il doit satisfaction de sa vie à un tas de gens sur un tas de trucs et de machins. Bon, voilà. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a en ce moment un certain nombre de gens, bon, dont lui, d'autres, bien entendu, ça peut m'arriver demain matin, hein, bien entendu, d'être accusé pour une chose ou une autre et de donc faire une affaire autour de cette chose-là. Et donc, je devrais satisfaction de ma vie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu faisais à 3 heures du matin avec tel ou tel. Il y a une affaire à Toulouse qui s'appelle l'affaire Viguier, vous savez, un homme, professeur de droit, dont la femme a disparu, on a supposé qu'il était l'assassin de sa femme, bon, apparemment on n'a pas démontré, voilà, mais à partir d'un certain moment où il était accusé, il devait satisfaction de sa vie, y compris sur le contenu de sa bibliothèque, il avait des polars, quelques bouquins de cul dans sa bibliothèque, etc., comme tout le monde, et il devait expliquer dans la dépêche du midi pourquoi il avait ces trucs, ces machins, bidules, etc., etc. Donc, satisfaction de ma vie, c'est-à-dire, si je suis accusé de manière publique et que ça devient une affaire publique, moi ou vous, effectivement, je devrais satisfaction de ma vie sur toutes sortes de choses diverses ou variées. Et c'est terrifiant, cette modernité-là. On va regarder dans les détails, dans ma chambre à coucher, dans ma bibliothèque, maintenant mon ordinateur, voilà, etc. Donc, effectivement, ce n'est plus possible de me taire, puisque tout le monde a déjà regardé dans mon ordinateur. Tout le monde sait déjà que j'ai regardé une image pédophile ou que je ne sais pas quoi, hein, voilà, à l'intérieur. Donc c'est ça le drame. C'est pour ça que c'est très intéressant, la Théophile de Viau, dans l'histoire.
On est dans quelque chose qui pointe vers de la modernité et même vers le contemporain. Voilà, on veut savoir, on sait déjà. Alors, tout le monde sait déjà tout. À quoi ça sert de se taire, puisque déjà le contenu de mon ordinateur est sur Internet et partout. Voilà. Et parlant parfois avec Jacques Viguier, que je connais un petit peu par ailleurs, effectivement, d'un seul coup, il a vu apparaître dans la presse partout le détail de sa vie, le plus intime, des choses absolument insignifiantes. Et comme je suis né la même année que lui, je me disais, si on fouille aussi dans ma bibliothèque, oulala, qu'est-ce qu'on va pas trouver? Et donc à ce moment-là, c'est plus possible de se taire, puisque tout le monde est au courant, puisqu'il y a une opinion publique, puisqu'il y a 50 ou 60 libelles qui parlent de mon affaire et que tout le monde, enfin, c'est-à-dire le milieu littéraire de l'époque, à Paris pour l'essentiel, c'est les choses. Parce que tout le monde en parle, je ne peux plus avoir la stratégie Vigny. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, etc. Ça ne marche pas, tout le monde est au courant. C'est peut-être une des erreurs de Giscard de ne pas s'être bien défendu sur l'affaire des avions renifleurs, par exemple. Voilà. Il a méprisé tout ça, les diamants, etc. Et donc, effectivement, je ne sais pas ce qu'il avait fait en réalité, mais en méprisant tout le monde, il avait dit c'est les cordes noires du chapeau de Basile, je crois, un truc comme ça. Et il était très mauvais. Voilà. Parce que, bon, peut-être il avait raison, peut-être il avait tort, mais en ne parlant pas, l'augmenter, effectivement, le soupçon à son égard. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je le repousse, la calomnie, voilà ce mot très important que Basile, beaucoup plus tard, va prendre. La calomnie, c'est très important. Il semble que ma conscience ne l'ose les avouer. Et oui, si on m'accuse, ou si on vous accuse d'avoir fait quelque chose de terrible, et si vous ne dites pas que c'est terrible et affreux, et que voilà, eh bien, vous êtes coupable et donc vous êtes coincé. Si vous avez une campagne Facebook contre vous qui dit que, je ne sais pas, par exemple, vous avez dit des choses très méchantes à ombre blanche sur je ne sais pas qui, eh bien, là, si vous ne vous défendez pas, vous êtes accusé immédiatement et c'est terrible. On a suborné les imprimeurs pour mettre au jour, en mon nom, des vers sales et profanes. Bon, on n'est pas très sûr que ce soit pas lui qui les ait mis, qui n'ait pas composé ces vers sales et profanes. Mais bon, c'est un bon moyen de dire, il y a des gens qui ont suborné, c'est-à-dire payé de manière par en dessous des imprimeurs qui n'ont pas très bonne réputation pour publier ces vers sales et profanes qui n'ont rien de mon style ni de mon humeur. Mon style, vous l'avez, c'est le bouquin qui suit, Retour du roi du Languedoc, Maison de Sylvie et compagnie, poème magnifique, j'ouvre au hasard, pour le moins fait semblant d'avoir un peu de peine, voyons le précipice où le destin me traîne, enfin vous voyez, bon, je ouvre vraiment par hasard, donc c'est pas du tout ça, et c'est pas le style de ces poèmes dont j'ai lu un petit passage tout à l'heure. Et donc c'est pas mon style. Alors c'est une grande idée, il y a un style qui est le style de Théophile de Viau, comme il y a un style de Picasso ou un style de Balzac, et ces trucs, ça a été écrit par n'importe qui d'autre qui n'imite pas mon style. C'est pas ma marque de fabrique, voilà, c'est pas moi qui l'ai fait parce que ça ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude dans mon style. Et le style, c'est une idée importante pour l'artiste moderne et contemporain. Être Picasso, c'est avoir le style de Picasso, être Rembrandt, le style de Rembrandt, etc. Et donc, j'ai voulu que la justice en sût l'auteur pour le punir. C'est donc dans un débat de justice. La justice existe vraiment au XVIIe siècle, c'est-à-dire avec des institutions. Ce n'est pas juste des brutasses qui tapent sur les gens et qui torturent les gens, etc. À Toulouse comme ailleurs, il y a des juges qui font leur boulot, on peut juger pas bien, il y a un cadre juridique, et donc effectivement, le condamné, ou le suspect, Théophile de Viau, peut demander à la justice de vérifier que les imprimeurs n'ont pas suborné, etc., un certain nombre de gens pour faire des faux textes. Les libraires n'en connaissent, à ce qu'ils disent, ni le nom, ni le visage, et se trouvent eux-mêmes à la peine d'être châtiés pour cet imposteur. Donc il y a un imposteur. Les libraires, c'est-à-dire les gens qui font les livres, qui les vendent, qui impriment, qui font les livres, ne connaissent à ce qu'ils disent ni le nom de son visage de cet imposteur. C'est le mot qui plus tard apparaîtra dans Tartuffe, Tartuffe ou l'imposteur. Donc celui qui a menti, qui aurait à la place de Théophile de Viau présenté des textes soi-disant de Théophile de Viau, les aurait fournis à des libraires qui auraient gagné leur argent avec ça. Et les libraires se défendent en disant on ne sait rien, etc. Les juges les ont voulu traiter avec toute la sévérité que mon droit leur a demandé. Donc, punition, effectivement, aux libraires. Mais le pouvoir que j'ai eu de me venger m'en a ôté l'envie. Écoutez, non seulement j'ai été proclamé innocent, c'est pas très bien, on n'a pas pu prouver que c'est moi qui ai fait les poèmes, mais en plus, regardez, je suis généreux. Je n'ai pas eu la volonté, l'énergie, parce que je suis au fond charitable, de me venger des libraires alors que je n'en avais les moyens. Alors, c'est très beau. Le pouvoir que j'ai eu de me venger m'en a ôté l'envie.
Le pouvoir que j'ai eu de me venger, le pouvoir de me venger m'en a ôté l'envie. On sent qu'il y a comme un alexandrin qui se promène derrière. On dirait du La Fontaine ou du Molière. Déjà, le pouvoir que j'ai eu m'en a ôté l'envie. Et simplement, le pouvoir que j'ai eu de me venger m'en a ôté l'envie. Je supprime un morceau et je fais apparaître alexandrin. Le pouvoir que j'ai eu m'en a ôté l'envie. La 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 la. Enfin, vous voyez, c'est de la prose avec du vers qui se promène à l'intérieur. C'est assez magnifique. Et comme je n'ai point plaidé pour faire du mal, mais pour en éviter, j'ai pardonné à des ignorants qui n'ont abusé de mon nom que pour l'utilité de la vente de leurs livres. Les Christian Thorel de l'époque, pour faire apparaître, pour vendre un livre, c'est pas toujours facile de vendre un livre, ont mis mon nom, moi qui suis célèbre, comme Houellebecq est célèbre aujourd'hui, ou enfin Novarina ou je sais pas qui, pour vendre leurs livres. Et donc ce sont les petits salauds, ils ont abusé de mon nom, et ils ont été ignorants peut-être dans le meilleur des cas. Et je me suis contenté d'en faire supprimer d'exemplaires avec la défense de les réimprimer. Alors effectivement, le livre Le Parnasse satirique qui est apparu, ensuite il est contrôlé, les noms d'auteurs vont disparaître, mais bon, ça continue à circuler sous le manteau. Alors vous savez, au XVIIe siècle, beaucoup de livres circulent sous le manteau, on les fait imprimer en Hollande. Didier me racontait hier une histoire extraordinaire de censeurs qui passaient dans des librairies, va-t-on dire, au Palais Royal, je crois, et les censeurs passaient simplement à 5 heures de l'après-midi, tous les livres étaient vendus avant 5 heures de l'après-midi, et donc c'est très bien comme système. Donc il y avait des possibilités de jouer avec les censures, les systèmes, et donc il obtient effectivement quelque chose en sa faveur. Le soin que j'ai pris en cela pour ma protection est un témoignage assez évident que je ne suis pas cause de ma disgrâce. La disgrâce, c'est ce qui me tombe dessus, c'est-à-dire la condamnation à mort, puis la condamnation à l'exil, puis la condamnation de nouveau à la prison, enfin toute la série de choses qui arrivent sur là. Et donc le fait que je me suis occupé de me défendre et que j'ai obtenu quelque chose du côté de la justice prouve assez que ce n'est pas moi l'auteur de ma disgrâce et que je ne la mérite point. Je voudrais bien que les censeurs qui sont si diligents à examiner ma vie fussent au moins capables de croire les actes publics de la justice qui font foi de cette vérité. Les censeurs, ce sont ces ils, tous ces gens qui ne sont pas nécessairement des censeurs au sens de leur métier, mais qui me censurent, et tous ces gens qui regardent le fond de ma vie toute la journée, qui examinent ma vie, donc auxquels je dois compte de ma vie, du contenu de mon ordinateur, etc., avec qui j'ai couché, qu'est-ce que j'ai fait, etc., enfin, tout ce que vous voulez, tous ces gens, effectivement, ne sont pas capables de croire les actes publics de la justice qui ont été rendus en ma faveur, qui font foi de cette vérité. Parlant avec Jacques Viguier, un peu la situation au moment dans lequel il était, la justice au bout du compte l'a innocenté, mais des tas de gens continuaient à considérer qu'en effet il était coupable et demandaient, etc., etc., des tas de choses. Mais tout ce qui fait à ma publication est contre leur dessein. Tout ce qui fait à ma justification, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de ma vie, de ma liberté, de ma possibilité de création, va contre leur dessein. Le dessein, donc, c'est le projet, le but, ce qu'ils envisagent de faire depuis longtemps, bien sûr. Leur chagrin ne se prend qu'au mal. On dirait encore du Molière. Leur chagrin ne se prend qu'au mal, et ils ne me connaissent que par où ils exercent leur aigreur. Et l'inclination qu'ils ont à tout reprendre fait qu'ils craignent plus l'amendement d'un homme qui ne haïssent sa débauche. Alors là, c'est une phrase magnifique. Ils ne craignent plus l'amendement d'un homme, donc c'est-à-dire l'amendement de moi, le pardon que j'ai fait, le travail que j'ai fait pour m'améliorer, etc. Ça, ils le craignent vraiment. Ils ne craignent pas vraiment la débauche. Parce que la débauche, ça leur donne raison, véritablement. Hier, je regardais un film japonais qui s'appelle Un homme, dans lequel il y a un moment un débat un peu sur la peine de mort au Japon. Et donc, il y a un moment, donc, on débat du fait de savoir si un homme peut s'amender. Et si un homme peut s'amender, donc la peine de mort tombe. Mais pour les partisans de la peine de mort, non, il vaut mieux ne pas s'intéresser à l'amendement d'un homme, il vaut mieux s'intéresser à sa débauche. Hein, voilà. Et donc là, on est bien dans cette affaire-là. S'il s'est amendé, alors ça veut dire, peut-être bien j'ai fait quelques bêtises quand j'étais jeune, bon, c'est pas impossible, mais j'ai publié des beaux poèmes, j'ai accompagné le roi là-bas, je participe à la bataille des Ponts de Cé, à côté du roi, le prince, etc. Enfin toutes ces histoires. Et je publie des poèmes qui sont extrêmement beaux, extrêmement respectables. Normalement, il devrait faire attention non seulement aux décisions de justice en ma faveur, mais à mon amendement. Mais ce qu'il préfère, c'est effectivement la débauche. Alors, il y a cette idée qui est fondamentale, les méchants, on a envie de dire presque les ayatollahs en tout poil, mais qui peuvent être des catholiques, qui peuvent être des protestants, qui peuvent être des juifs, qui peuvent être des athées, qui peuvent être à la France insoumise, enfin n'importe où d'ailleurs, aucune importance. Les méchants qui cherchent à savoir que des gens ont tort véritablement, ils sont très intéressés par la débauche. Vive la débauche. Poutine adore raconter que Navalny était un débauché et que sa femme est une putain. Ils adorent ça. Et si jamais elle l'est vraiment, c'est génial. Hein, voilà. Et donc, effectivement, ils préfèrent la débauche à l'amendement. Si mes ennemis peuvent être débauchés,
Ça pourrait être intéressant. Mais non, justement, Théophile de Viau n'est pas débauché. Enfin, voyons. Cette promptitude de rechercher les mauvaises actions d'autrui et cette nonchalance à reconnaître les bonnes est une fausse prud'homie, une superstition malicieuse qui tient plus de l'hypocrisie que du vrai zèle. Alors on connaît ça bien aujourd'hui. Je pense à Poutine, parce que j'ai une amie ukrainienne dans la salle. Mais on sait bien comment le régime russe, mais il n'y a pas que le régime russe, il y en a d'autres. Mais enfin, eux en particulier, ils adorent mettre des caméras avec des opposants plus ou moins politiques. On leur met quelques prostituées qui leur font des petites choses un peu douteuses. On filme ça. Et ensuite, on dit, regardez monsieur machin, qui a un nom en ski, en vof, etc. Il est débauché. C'est leur promptitude à rechercher les mauvaises actions d'autrui, à essayer de montrer que le type, il a volé un peu d'argent, qu'il a baisé à droite ou à gauche, etc. Et cette nonchalance à reconnaître les bonnes, c'est magnifique, cette nonchalance à reconnaître les bonnes actions, est une fausse prud'homie, c'est-à-dire une sagesse bourgeoise, une bonne moralité, moyenne, simplement. On ne prétend pas à la grande vertu. C'est une fausse prud'homie, et pire encore, et une superstition malicieuse. Donc on voit bien ce que c'est qu'une superstition, mais une superstition malicieuse, je crois, je ne sais pas quoi, au diable, au trucs bizarres, pour faire le mal, qui tient plus de l'hypocrisie que du vrai zèle. Alors le zèle, au XVIIe siècle, c'est la pratique religieuse sincère. Et donc effectivement, le Tartuffe montre un faux zèle, donc ce n'est pas du zèle, il est du côté de l'hypocrisie, et donc Juan va dire, je vais moi aussi faire la même chose. Et donc, le vrai zèle n'est pas condamné par Théophile de Viau, c'est la sincérité religieuse, la sincérité en morale, c'est mieux que la simple prud'homie, mais effectivement, ces méchants qui sont en face, ceux qui, etc., sont du côté de la superstition et de la superstition malicieuse. On voit qu'effectivement, tout ce dont parle Molière dans l'affaire Tartuffe, ça s'enracine dans ces affaires, et en particulier dans l'affaire de Théophile de Viau. Pour La Fontaine, pour Molière, c'est libertin avec peut-être des guillemets du début du XVIIe siècle, c'est le terreau dans lequel ils se sont constitués. En 1623, La Fontaine a 2 ans. Cette génération-là est en train de naître et tous ces gens-là se souviendront de ces gens-là. C'est pas pour rien que Cyrano de Bergerac, qui est de la génération La Fontaine, Molière et compagnie, qui était ami de tous ces gens-là, compose Les États et les Empires du Soleil, qui est très largement un hommage à Vanini, puisqu'il fait décoller son héros vers le soleil de la place du Salin à Toulouse, et que ce héros d'Ircona, qui est un anagramme ou une anagramme de Cyrano de Bergerac, est celui qui va décoller depuis la place du Salin à Toulouse, alors que Vanini, n'a pas décollé, enfin peut-être qu'il a décollé, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas il est mort, il est mort de la langue arrachée. Et donc ces gens de la génération 1650, qui ont 25 ans, 30 ans à ce moment-là à peu près, se souviennent fortement de cette génération libre et fortement châtiée, dont Théophile de Viau, Vanini et bien d'autres sont des représentants. Cette génération libertine, un grand érudit du XXe siècle qui s'appelle Robert Pintard, a composé un livre qui s'appelle Le libertinage érudit, dans lequel il étudie tous ces gens-là, dont Théophile de Viau et bien d'autres, bien sûr, il y en a bien d'autres, Tristan l'Hermite et bien d'autres, qui sont le roc, la racine sur lequel les auteurs qu'on appelle les classiques français se sont construits, en partie avec, en partie contre. Certains comme Racine ont nettement rompu, certains comme La Fontaine ont été Molière, davantage dans le sillage à travers Gassendi, Lucrèce et bien d'autres. Et donc on reconnaît les thèmes et on entend déjà l'affaire Tartuffe, quand même ce n'est pas l'affaire Tartuffe. On souffre toutes sortes de désordres et de blasphèmes en la personne de qui que ce soit, mais on fait la gloire de l'iffamer l'innocence en la mienne. Effectivement, celui qui est accusé encore aujourd'hui peut dire « on m'accuse de moi », Depardieu, Viguier, enfin n'importe qui, Yves Le Pestipon, etc., parce que j'ai péché. Je n'admets pas, comme Kafka, que peut-être nous sommes tous coupables. Moi, je suis innocent, véritablement. Et à côté, il y a des tas de gens qui font gloire de leur vice. Et on s'en fiche un petit peu. Regardez, moi, on m'accuse alors que, Depardieu ou un autre, etc. Ces calomniateurs, qui sont des gens presque inconnus et de la lie du monde, ont voulu persuader leur imposture à des saints personnages de qui je veux éviter la haine et pour l'estime de qui je fais de leur vertu et pour le respect que je dois à leur crédit. Et j'espère que leur envie travaillera inutilement à séduire la charité de ces prélats qui connaissent trop bien le visage de l'erreur et savent que tous les médisants sont suspects de fausseté. Alors, au XVIIe siècle, il est bon de toujours être protégé par l'Église et de distinguer très fortement dans l'Église entre ceux qui sont
des gens douteux, on va dire, et il y en avait, naturellement, il y en a toujours, et puis des gens qui sont des sincères, des gens qui sont honorablement archevêques, évêques, en grand nombre. Et il y en avait aussi un très grand nombre, il y a des saints hommes dans l'Église de France au XVIIe siècle, aussi bien en bas que dans les hiérarchies, les deux à la fois. Le cardinal de Bérulle n'est pas un salopard. Et donc Théophile de Viau sait très bien que si on doit être protégé par Dieu, et il est protégé par Dieu, puisque Dieu le maintient en vie, si on doit être protégé par le roi, mais ça va, il est protégé par le roi, puisqu'il circule à la cour. Voilà. Il est très important d'avoir face aux hypocrites, aux gens marqués par le faux zèle et aux méchants, l'appui effectivement de gens qui ne sont pas des calomniateurs, et donc qui ne sont pas de ces gens qui sont des gens presque inconnus, parce que le cardinal machin, etc., ce ne sont pas des gens presque inconnus, et qui ne sont surtout pas de la lie du monde. La lie du monde, on voit bien où c'est au fond des bistrots et des bordels de l'époque, ont voulu persuader leur imposture à des saints personnages. Les saints personnages, ce sont les évêques, les cardinaux, enfin tout ce que l'on veut, les gens qui comptent dans l'Église, de qui je veux éviter la haine. Et oui, parce que là c'est très dangereux, mais il n'y a aucune raison d'avoir leur haine. Et pour les crimes que je fais leur vertu, première raison, ils sont effectivement vertueux, c'est les signes de leur vertu. Et pour le respect que je dois à leur crédit, deuxième aspect, ils ne sont pas simplement vertueux, ils ont du crédit, c'est-à-dire qu'ils sont appuyés par l'institution, par la religion et par le roi, bien entendu. Et j'espère que l'envie travaillera inutilement à séduire la charité de ces prélats. Ils sont non simplement vertueux et ils ont du crédit, mais mieux encore, ils ont de la charité, c'est-à-dire vertu chrétienne par excellence, et qui connaissent trop bien le visage de l'erreur, parce que ces gens-là qui sont ennemis de la fraude, comme le prince, connaissent bien et savent que toutes les médisances sont suspectes de fausseté. Donc les médisances, c'est le discours qu'on tient contre moi, qui est une médisance, et dès qu'on fait des médisances, on sait bien à quel point c'est un plaisir de médire. Moi-même, j'adore médire, mais évidemment, quand on adore médire, on est toujours prêt à faire quelques faussetés de temps en temps, à exagérer un petit peu, et donc c'est un principe moral. Toute médisance est suspecte de fausseté. On a une maxime qui ressemble à de La Rochefoucauld, bien entendu. La Fontaine, La Rochefoucauld, etc., savent très bien que la médisance est une grande passion des hommes. La médisance, c'est tellement délicieux de médire qu'on est prêt à dire des petits mensonges de temps en temps ou des gros mensonges de temps en temps. Et ces prélats, qui non seulement sont pleins de vertu, mais ont beaucoup de crédit, qui non seulement ont de la vertu et des crédits, mais en plus ont de la charité, sont assez clairvoyants pour comprendre que la médisance est souvent compagne du mensonge et de la fausseté. Voilà, disons, un plaidoyer énergique contre des gens qu'on ne nomme pas précisément. Ce sont ils, ce sont les calomniateurs, ce sont les superstitieux, hypocrites, etc., qui sont tous ces gens qui ont réussi à faire croire ces imposteurs qu'il y avait un brave homme, Théophile de Viau, qui aurait composé des poèmes sales qui ne sont pas de son style, qui aurait été maître ça, c'est des imprimeurs plus ou moins douteux, et donc qui aurait abouti, cette espèce de complot, à le faire condamner à mort, même s'il a survécu, à le faire exiler, même s'il a survécu, à le faire mettre en prison. Il mourra des conséquences de cela très peu de temps plus tard. Et donc, en tout cas, qui ont brisé sa carrière et qui lui ont mis des souffrances abominables. Et donc, dans la suite de l'œuvre de Théophile, jusqu'à sa mort, il va écrire des lettres dans lesquelles il revient sur la prison. Il va demander de l'aide d'amis, il va se plaindre qu'un certain nombre de ses amis poètes ne sont pas nécessairement des gens qui vont l'appuyer considérablement. Bon, c'est comme ça, voilà, chacun mène un peu sa carrière, bien sûr. Et puis il y a des prudences à avoir. Et ça sera un ensemble de textes, d'écrits de prison en particulier, qui sont extraordinaires, puisque dans l'histoire de la modernité, en tout cas française, c'est parmi les premiers textes qui sont des textes écrits de prison. Il y en a eu beaucoup depuis, de gens qui ont été en prison et qui ont été écrivains ou autre chose qu'écrivains, gens de théâtre et autres. Et on va dire le 20e et le 21e siècle, ont multiplié les écrits de prison, les écrits de camp et tout ce que l'on veut dans ce genre. Mais là, c'est un des premiers à avoir à la fois bénéficié d'une justice un peu longue, c'est-à-dire on n'a pas exécuté tout de suite, on a discuté, etc. On est déjà dans la modernité de ce point de vue-là, on ne le décapite pas en 2 minutes. Mais en même temps, il est vraiment en prison et il souffre terriblement et il a quand même un espace de publication. Donc on a là un texte moderne, pour reprendre le mot de Théophile de Viau, à la fois parce qu'il est écrit en la moderne dans sa langue, aussi parce que la situation est moderne. Un pouvoir, avec des instances diverses, s'intéresse à un écrivain, et cet écrivain ne cède pas et tente de se défendre en disant « c'est ce ils qui n'est pas le pouvoir au sens le roi, qui est un ils qui m'attaque, qui est l'opinion, qui est un tas de gens, etc.,
qui m'en veulent. D'une certaine manière, ce texte préfigure la situation d'un tas d'écrivains modernes et contemporains, pas que d'écrivains, de cinéastes et bien d'autres, d'ailleurs, d'hommes de théâtre et de gens comme ça, de peintres aussi, de danseurs même, enfin voilà, de journalistes modernes, et aussi de grandes œuvres comme celles de Camus, de Kafka ou de bien d'autres, dans lesquelles ces questions sont abordées très profondément, qui ne cessent malheureusement d'avoir de l'actualité sans arrêt, sans arrêt. Voilà ce que je voulais essayer de présenter avec ce Théophile de Viau, qui n'est malheureusement pas assez connu des scolaires et pas toujours assez des étudiants. Et puis je vous conseille beaucoup d'acheter une édition de Théophile de Viau parce que les poèmes sont magnifiques. Vous venez d'entendre un classique au détail enregistré lundi 8 avril 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Yves Le Pestipon, consacré à l'affaire Théophile de Viau et à son avis au lecteur, publié en 1623. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.